vous proposez dans le cadre du programme RESET d'aborder le sujet des matériaux biosourcés dans les opérations des établissements de santé médico-sociaux. On a du coup peu d'opérations qu'on a pu identifier jusque-là en Bourgogne-Franche-Comté. L'idée, c'était justement de pouvoir faire connaître ces matériaux, euh, de les présenter en détail, notamment ceux qui sont plutôt privilégiés dans les ERP ou notamment les bâtiments tertiaires, hein, puisque certains matériaux biosourcés, on les retrouve plus dans les maisons individuelles. Donc là, c'est vraiment focus sur des établissements ou bâtiments équivalents. Les utilisations, donc les techniques de mise en œuvre, les spécificités à prendre en compte, aussi bien pour les entreprises que pour aussi forcément celui qui va concevoir le poseur, mais aussi le concepteur. Et puis, on a souvent des questions autour du risque incendie par rapport à certains matériaux biosourcés, donc ça sera traité dans le webinaire, les assurances en lien avec les contrôleurs techniques. Et puis, un certain nombre d'entre vous travaillent dans des structures publiques, comme Paul qui sera du coup intervenant aussi aujourd'hui. Et il y a aussi cette question de quelles sont les règles justement dans le cadre de la commande publique pour intégrer ces matériaux, on va dire alternatifs. On verra comment les intervenants le présentent, mais voilà, qui sont un peu moins communs que les matériaux, on va dire classiques. Donc synthétique ou voilà, tout ce qui concerne les laines de verre, laines de roche. Euh, Mon collègue présentera aussi quelques opérations de façon assez synthétique hein, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, pas forcément d'établissement, hein, comme je vous disais, sanitaires médico-sociaux, puisqu'on a aujourd'hui peu d'opérations, mais pour d'autres types de maîtres d'ouvrage. Et puis, on aura un témoignage, un focus sur ce que pratique la ville de Besançon, avec l'intervention de Paul aujourd'hui, chargé d'opération, sur les différents les projets aujourd'hui de construction et de rénovation qui intègrent ces fameux matériaux biosourcés. Donc, les intervenants, il y a Frédéric, mon collègue, chargé de mission bâtiment durable, qui se présentera hein, lors de son intervention. Et puis Paul, pareil, je te laisserai te présenter tes missions et donc qui travaille à la ville de Besançon, que je remercie du coup au passage. Vos caméras micros sont coupées comme la plupart des webinaires Reset. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous participent déjà à nos actions. Vous pouvez bien sûr utiliser le chat pour poser vos questions qui seront relayées en fait pas au fil de l'eau, mais on fera des petits moments de pause dans les présentations pour prendre les questions, enfin, les relayer et puis y répondre. Et puis, comme d'habitude aussi, vous retrouverez sur notre site Reset le replay, les présentations des intervenants. Donc, pour rappel, je vais vous présenter le programme Reset. Alors, pour cette fois-ci, je vais tenter de vous présenter une vidéo à motion design qui a été finalisée cette semaine. Voilà. Et vous me direz, du coup, Frédéric et Paul, si ça passe de votre côté. Ah, pardon, excusez-moi. On a depuis le début. On n'a pas de son, là, du coup, du tout. Pas Enfin, du tout. de mon côté. D'accord. Ouais. Alors, je vais recommencer. J'ai le son. Les établissements de santé et médico-sociaux sont confrontés à C'est bon. différents enjeux. Réduire leur consommation C'est bon? énergétique, Oui. être moins vulnérables face à l'augmentation du prix des énergies, s'adapter au changement climatique, améliorer le confort et la qualité de soins des publics accueillis et se conformer aux nouvelles obligations réglementaires. Face à tous ces enjeux, de nombreuses questions se posent pour les établissements de santé et médico-sociaux. Quelle est la stratégie la plus adaptée dans mon établissement pour réaliser des économies d'énergie? La production d'énergie renouvelable sur site peut-elle améliorer significativement l'autonomie énergétique de mon établissement? Comment modifier durablement le confort d'été et la qualité de l'air intérieur dans mon service? Comment anticiper les risques radons ou légionnels dans la gestion des sites et de leurs équipements?
Le programme RESET, Réseau des établissements de santé en transition, porté par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, a l'ambition d'apporter des réponses opérationnelles pour aider les établissements de santé et médico-sociaux à faire face à ces nombreux défis. Pour réussir à mobiliser et accompagner les 1200 établissements de la région et répondre aux besoins exprimés, le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté a mis en place plusieurs services. Animer le réseau d'établissements pour faciliter le partage d'expériences et les collaborations. Répondre aux demandes d'informations et de conseils en lien avec les thématiques du programme RESET. Mettre à disposition des ressources et des outils pour aider les établissements à mettre en œuvre leurs projets. Et proposer aussi une offre de formation pour faciliter l'acquisition de connaissances nouvelles sur les thématiques clés du programme RESET. Vous vous interrogez sur la meilleure façon d'appréhender ces sujets, vous recherchez un accompagnement technique ou financier, vous recherchez un lieu de partage et de collaboration entre établissements. Rejoignez le réseau RESET pour réussir ensemble la transition énergétique et écologique. Rendez-vous sur notre site internet reset.pôleenergiebfc.fr. Voilà pour cette vidéo du présentation du programme. Et j'espère qu'elle est relativement claire. Enfin, on fera un petit retour auprès des participants aussi, puisque c'est la première fois qu'on la diffuse, hein. Elle a été finalisée hier. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter entre guillemets notre offre de service et puis en lien avec les enjeux, les besoins des établissements qu'on a identifiés depuis donc 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'on a lancé le programme. Donc je vais vous partager hop, simplement les fins de mon diapo. Hop, excusez-moi, je navigue un peu entre les deux. Donc au niveau du programme, c'est bon là, Fred, on a bien le diapo là, hein. Ok. Du coup, l'équipe donc qui met en œuvre le programme, donc moi-même, donc je coordonne ce programme régional et le réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé en Bourgogne-Franche-Comté. Donc Lynn Audrey qui est apprentie à l'ARS et qui travaille avec nous sur le programme, et puis donc Karine, ma collègue qui est présente aussi aujourd'hui, qui est chargée de mission énergie santé et qui traite notamment des sujets qualité de l'air intérieur, radon, légionnel, tout ce qui est plutôt santé dans le bâtiment en lien avec les questions énergétiques. Donc vous pouvez vous inscrire et devenir membre. Il y a 180 personnes actuellement, membres du réseau RESET, avec diverses professions, hein. Donc ça vous permet d'accéder notamment à une plateforme une plateforme collaborative où vous retrouvez aussi des ressources. Il y a un espace documentaire avec des guides, fiches pratiques, modèles de cahier des charges, liste de professionnels, un outil conversation qui est bien pratique puisque souvent les sujets se retrouvent dans la plupart des établissements. Et donc voilà, ça permet de converser entre pairs. Et puis l'annuaire des membres et les derniers événements, webinaires, formations qu'on propose au niveau régional. Donc, vous trouvez tout sur cette plateforme qu'on a mis en place avec l'ADEME. Donc, tout ça, toutes ces ressources, cet accès, c'est gratuit. Et donc, bah, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Donc, c'est vraiment pour les établissements de santé et médico-sociaux de la région. J'en ai fini. Bah, du coup, je vais te passer la main, Fred. Oui, Et ok. puis, ouais, normalement, tu peux. Je vais partager ma présentation. Tu me diras quand c'est bon, David? Ouais, c'est bon de mon côté. Ok, eh ben, je vais débuter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Moub, donc chargé de mission au pôle énergie. Donc, je suis référent sur les matériaux biosourcés. Et voilà, donc je m'occupe donc d'une animation régionale en fait sur les matériaux biosourcés, donc qui vise à faire des visites d'opérations exemplaires, des visites de sites de fabrication. Donc là, on a plusieurs images qui représentent un peu voilà ce qu'on fait. Donc des rencontres et des sensibilisations auprès de tous les professionnels du bâtiment, puisque ce sont nos cibles au pôle énergie.
et des collectivités, donc afin de les sensibiliser justement sur l'intégration de ces matériaux biosourcés dans leurs projets. On organise aussi également des formations. Donc là, les prochaines formations sont prévues au mois d'octobre pour construire en chambre. Donc c'est des formations qui donnent droit à une validation justement assurantielle pour pouvoir employer ces différents matériaux dans la construction et pouvoir les mettre en œuvre. Donc pour nos différents artisans et architectes. Donc là, vous voyez les dates. Donc octobre et novembre, c'est 2 fois 2 jours pour construire en chambre et c'est une semaine pour la propaille. Donc qui est la même formation mais pour mettre en œuvre de la paille. Donc au mois de juin à Conliège et à Besançon pour construire en chambre. Alors aujourd'hui, donc au programme, on va parler donc des différents isolants biosourcés. Donc voilà, on va voir quels sont disponibles sur notre territoire. Pourquoi les utiliser et quels sont leurs avantages, avec aussi un petit point sur la vigilance à l'utilisation de ces matériaux, quelles sont les applications possibles de ces matériaux biosourcés et quelles sont les ressources et les acteurs qui sont en Bourgogne-Franche-Comté. Donc en introduction, je voulais rappeler que les matériaux biosourcés dont nous allons parler sont de plus en plus utilisés dans la construction et la rénovation de bâtiments et représentent près de 10% du marché de l'isolation en France, avec une grosse augmentation de leur utilisation de près de 40% sur ces 3 dernières années. Donc c'est un enjeu majeur de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique. Donc les matériaux biosourcés sont un moyen de répondre à la préservation des ressources naturelles et à la baisse significative des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, puisque le BTP est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre avec près de, si je ne m'abuse, 23% des émissions françaises. Alors, quels sont les matériaux biosourcés? Donc en prémisse, je vais aussi revenir sur la définition qui en est donnée du biosourcé. Donc, un matériau biosourcé, qu'est-ce que c'est? Donc, selon la norme NFEN 16575, qui date de 2014, donc c'est un matériau qui incorpore entièrement ou partiellement de la biomasse végétale ou animale, c'est-à-dire de la matière fabriquée par les êtres vivants, qui les rendent qui les rendent renouvelables, performants et généralement plus sains que les matériaux dits conventionnels. Donc aujourd'hui, on va parler principalement d'isolants, car c'est dans ce domaine que c'est dans le domaine de l'isolation thermique que les matériaux biosourcés sont majoritairement utilisés. Alors, parmi les différents isolants, on retrouve 3 grandes familles, les isolants vrac, on va voir les détails tout à l'heure, les isolants rigides, semi-rigides sous forme de panneaux flexibles ou de laine, et également les isolants sous forme de béton végétaux. Donc voilà. Donc avec la définition qui en est donnée par la norme, n'importe quel produit qui n'intégrerait que 0,1% de matière biosourcée peut être considéré comme biosourcé. Donc je peux prendre l'exemple d'une laine minérale, par exemple, qui intègre un liant biosourcé. Donc d'après cette norme, le liant, il est biosourcé, donc il peut être considéré comme un matériau biosourcé. C'est pourquoi donc il y a un label indépendant qui a été créé par la Scope Caribati, donc qui apporte la visibilité et de la transparence sur la quantité biosourcée incorporée dans un produit. Donc voilà, il permet de distinguer les produits biosourcés qui intègrent une part significative de biomasse. Donc ce label a fixé un seuil minimum d'intégration de matières biosourcées par famille de produits et il est fixé de 70% pour les isolants et 25% pour les bétons végétaux. Donc il permet aussi de connaître le lieu d'approvisionnement en matières premières biosourcées et les lieux de transformation et de fabrication. Il existe aussi un marquage produit biosourcé plus qui lui met en évidence les produits biosourcés dont la teneur de biosourcés est supérieure à 80%. Donc en bas, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller voir tous les produits, tous les matériaux et produits biosourcés qui sont labellisés avec le label produit biosourcé. Alors, il existe aussi un label, le label réglementaire, celui-ci, donc c'est le label bâtiment biosourcé.
Donc lui, il attribue au bâtiment un niveau, donc en fonction de la masse totale de matériaux biosourcés qu'il intègre par mètre carré de surface plancher. Donc c'est selon le type de bâtiment. Donc là, on a la maison individuelle et tous les autres usages, donc bureaux, commerce, voilà, et hôpitaux et EHPAD également peuvent bénéficier de ce label et l'intégrer dans les marchés. Donc c'est un label qui peut pas être délivré seul, mais avec une demande de certification qui porte sur la qualité globale du bâtiment, donc en particulier sur la performance énergétique, donc du type HQE. Donc le premier niveau du label, c'est une mise en œuvre d'au moins 2 produits biosourcés, appartenant ou non à la même famille et remplissant des fonctions différentes. Donc structure, isolation, revêtement de sol. Le deuxième et troisième niveau du label, c'est la mise en œuvre d'au moins 2 familles de produits biosourcés. Donc là, on voit les différents kilogrammes par mètre carré de surface plancher qu'il faut atteindre suivant le niveau. Alors, on retrouve des bioressources pour le bâtiment, notamment dans la sylviculture, dans l'agriculture. Donc, on le voit avec les céréales, le chanvre, le lin, la laine de mouton, le miscanthus, et le recyclage, donc avec le papier, le carton et le textile. Mais d'autres solutions se développent, donc comme les matériaux composites, donc à base de fibres végétales, donc où on incorpore du bois ou du chanvre. Les produits d'aménagement intérieur, tels que le revêtement de sol, donc le linoléum, ou muraux, donc type lin. Également dans la chimie du bâtiment, comme les adjuvants, les cols et les peintures. Donc, parmi les principales ressources utilisées pour la fabrication d'isolants biosourcés, on retrouve le bois, donc avec les isolants à base de fibres de bois. Donc ça, c'est des matériaux qui sont des produits qui sont couramment utilisés par les professionnels de la construction, hein. Donc, ils sont semi-rigides ou rigides. Donc, les panneaux, ils sont fabriqués par défibrage de déchets de bois, donc non traités, qui sont issus de scieries ou de gestion forestière. D'un point de vue normatif, de nombreux isolants en fibre de bois sont sous avis technique. Donc, l'avis technique, c'est un document qui permet aux installateurs d'un produit ou d'un procédé d'être couverts par leur assureur. Ils sont certifiés à CERMI. Donc, ça, c'est pour garantir la performance de l'isolant. Donc les panneaux en fibre de bois peuvent être en fin de vie recyclés ou utilisés pour produire de l'énergie thermique ou éventuellement être compostables s'ils sont 100% biosourcés. Autre bioressource, donc la paille de céréales de blé, donc qui provient directement du champ et qui compose la botte de paille. Donc la hauteur et la largeur de la botte de paille ont des dimensions fixes, 37 par 47. Seule la longueur et la densité peuvent changer. Donc la longueur, elle peut varier entre 80 et 120 cm et la densité doit être comprise entre 80 et 120 kg par mètre cube pour pouvoir être utilisée dans la construction comme matériau. Donc d'un point de vue normatif, ce sont les règles propres pour la construction paille qui constituent le cadre de référence pour son utilisation. Donc que ce soit pour les bâtiments publics, les logements collectifs ou les maisons individuelles. Donc les règles pro, c'est des documents techniques élaborés par des professionnels du bâtiment. Donc en l'absence d'autres textes pour déterminer justement les modalités d'exécution de travaux et pouvoir les intégrer dans la construction pour qu'ils soient assurables également. Donc les bottes de paille sont recyclables et peuvent être aussi valorisées énergétiquement, au cas échéant. Autre bioressource, le chanvre. Donc voilà, donc on peut le retrouver sous forme d'isolant en laine, hein, en panneau, fabriqué avec la partie ligneuse de la plante, c'est la partie qui entoure la tige, et sous forme de mortier de béton, qui sont fabriqués avec la tige en elle-même, qu'on appelle chènevotte, et qui mélangés à un liant et de l'eau forment du béton de chanvre. Donc tout comme la paille, c'est des règles professionnelles qui constituent le cadre de référence, donc applicable pour la mise en œuvre sur chantier. Et plusieurs avis techniques sont disponibles, notamment sur les briques. Donc c'est un matériau avec une grande durabilité et qui est biodégradable. J'ai fait un petit focus sur la plante de chanvre pour vous montrer que toute la plante est exploitée hein, dans divers secteurs, donc alimentation, cosmétique, textile, papier et bien évidemment, nous concernant, le bâtiment. Donc dans cette diapo, on a une répartition des différentes parties de la plante et de son utilisation qui en est faite.
Donc là, on voit que, par exemple, la chaîne vote, seulement 28% de chaîne vote, donc c'est la chaîne vote qui sert à faire le béton de champ, part dans le bâtiment, donc et que 29% de la fibre dessert le secteur du bâtiment. Donc on voit que la chaîne vote, hein, la grande majorité de la chaîne vote, ça part pour la litière animale à 48%. Voilà. Donc c'est pas le, voilà, on n'a pas encore beaucoup de chaîne vote qui part dans le secteur du bâtiment. Voilà, là on a la ouate de cellulose. Hein, la ouate de cellulose, c'est un isolant qui est fabriqué à partir de vieux journaux, de coupes d'imprimerie. Donc elle est utilisée notamment en soufflage dans les comptes perdus et en insufflation dans les caissons de bois pour les toitures et les murs. Donc la ouate de cellulose est l'isolant naturel le plus employé dans la construction et c'est le moins cher. Il existe également un DTU, donc le NFDTU 4511. Donc c'est ce document qui encadre la mise en œuvre de la ouate de cellulose dans les comptes perdus. Donc les DTU, ce sont des normes qui précisent les conditions techniques et de bonne exécution des ouvrages. Donc il y a de nombreux produits aussi qui sont sous l'avis technique et DTA. Donc le DTA, c'est comparable à l'avis technique dont on a parlé tout à l'heure, si ce n'est qu'il ne couvre que les demandes concernant un produit qui fait l'objet d'un marquage CE. Voilà. Ils sont aussi pour la plupart certifiés à CERMI pour garantir la performance de l'isolant. Et donc c'est un isolant qui peut être recyclé, réemployé dans un process de refabrication ou valorisé également énergétiquement. Il existe des isolants à base de coton aussi également, hein, donc issus du défibrage de vêtements, notamment de jeans, de laine du mouton, issu de l'animal, et selon les régions, donc une multitude de bioressources différentes. Hein, voilà, miscanthus dans certaines régions, du lin, chitosan, du liège, balles de céréales, amidon, voilà. Selon la région, vraiment, on trouve la ressource localement pour en faire quelque chose de biosourcé et quelque chose qui puisse intégrer le bâtiment. Voilà, je ne sais pas si on fait un petit point, David, sur des questions avant de passer à un autre sujet, en fait, sur les avantages et les points de vigilance, ou si on Oui, continue. là, il n'y a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Si tu as une question, Si David, n'hésite jamais. pas non plus. Ouais. Ouais. C'est tout bon pour moi, là, Ok, du coup. très Ouais. bien. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de taper une question. Et on va attendre. Comme ça, on peut les traiter par ces blocs thématiques hein, sur notre webinaire, en lien avec présentation pour les assurances. Question. Alors, on va venir un peu plus Ouais. tard, du coup, sur les assurances. Donc là, on va parler de pourquoi on utilise ces matériaux biosourcés, donc avec les avantages et les points de vigilance, justement. Donc là, donc on est tous plus ou moins conscients du dérèglement climatique qui s'opère. Il devient plus que nécessaire de se préoccuper de ce changement climatique. Et la France, elle s'est fixé des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique en mettant en place la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, hein, qui est en gros la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc elle concerne tous les secteurs d'activité. Et le secteur du bâtiment en fait bien évidemment partie, puisque comme je l'ai dit un peu avant, c'est bien sûr le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc cette stratégie, elle doit permettre à la France d'honorer ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à moitié à horizon 2030 et à tendre à la neutralité en 2050. Donc comment faire pour y arriver? Il y a quelques leviers, hein, donc on le voit. En ayant recours à des énergies décarbonées, hein, comme les énergies renouvelables, avec la sobriété énergétique, donc en accompagnant le changement comportementaux par des usages plus sobres, en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, notamment sur l'enveloppe et les équipements, donc dans le neuf et la rénov, bien sûr, et en ciblant les passoires énergétiques, en favorisant des produits de construction et de rénovation, ainsi que des équipements à faible empreinte carbone, donc comme les matériaux biosourcés dont nous parlons aujourd'hui.
Donc je rappelle, on parle beaucoup on va parler beaucoup d'isolants, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc dans ce diagramme là qui représente le bilan carbone d'un mètre carré d'isolant avec une résistance thermique de 5 mètres carrés de Kelvin par watt. Donc la résistance thermique désigne la capacité donc d'un matériau ou d'une paroi à éviter la transmission de chaleur. Plus elle est élevée, plus son pouvoir est isolant. Donc là, on constate bien là dans ce diagramme que les matériaux issus de matière organique ont un bilan négatif, hein, sur la gauche, tandis que les produits minéraux ou issus de la pétrochimie sont beaucoup plus impactants. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des matériaux issus de matières organiques renouvelables qui sont moins transformés. Donc moins ils sont transformés, plus ils stockent du CO2. Donc si le premier indicateur environnemental est le bilan carbone, le suivant est sans doute l'énergie grise, hein. Donc l'énergie grise, c'est l'énergie qui est nécessaire à la transformation et au transport, hein, des produits. Donc car pour faire des produits de construction, on a besoin de ressources fossiles, donc de l'énergie matière, du pétrole par exemple, de l'électricité, pour les machines, les sites de production, de chaleur pour la transformation de matières premières, les fours, de combustibles fossiles pour le transport, les engins sur les chantiers, et bien sûr de l'eau. Donc tout ceci, donc tout ça correspond donc à la quantité d'énergie primaire non renouvelable qui est nécessaire à la fabrication des produits. Donc on voit bien que voilà. Donc c'est ce qui contribue grandement donc justement aux émissions de gaz à effet de serre. Là, si on reprend le même diagramme, hein, donc que précédemment, donc avec toujours le mètre carré d'isolant avec une résistance thermique de 5, on constate donc avec les différents produits d'isolation que les produits biosourcés qui sont le moins transformés consomment considérablement moins d'énergie grise que les autres, puisqu'ils sont moins transformés. Donc parmi les 10 premiers, 8 sont des matériaux biosourcés. Donc la chêne-vote et la paille, dans les deux premiers, hein, sur la droite, bah, nécessitent peu d'énergie pour leur transformation, on les met brutes. Tandis que la laine ou les laines de verre ou de polystyrène, hein, sur la gauche, réclament un volume d'énergie grise très élevé pour leur fabrication. Donc j'ai mis un petit bémol aussi sur le panneau en fibre de bois. Je sais pas si vous voyez ma flèche, mais au milieu, panneau en fibre de bois dense, Oui, on la voit, donc oui. rigide. Oui, d'accord, ok. Donc qui représente un volume d'énergie grise assez élevé par le fait de son processus de fabrication qui nécessite beaucoup de chaleur. Voilà. Donc, bon, tout simplement, voilà, simplement pour vous dire que prendre en compte l'énergie grise des matériaux de construction, c'est veiller à diminuer l'impact sur l'environnement. Donc, l'une des particularités des matériaux biosourcés, c'est qu'ils captent le CO2, hein, donc, dans l'atmosphère et ils le stockent pendant toute la durée de la vie du bâtiment. Je m'explique. Voilà. Donc, les produits biosourcés sont constitués de matières premières qui, à l'origine, étaient une plante, donc captant le CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2 capté, il ne va pas contribuer au réchauffement climatique, et ce, durant toute la période pendant laquelle il restera stocké dans le produit sous forme de matière. Donc voilà, donc limiter les émissions de gaz à effet de serre, stocker le carbone, limiter l'épuisement des ressources. Voilà, les produits de construction biosourcés peuvent potentiellement répondre à ces trois défis. De toute façon, une règle simple pour limiter l'empreinte environnementale des matériaux, c'est le moins transformé et le plus local possible. Donc là, on arrive aux spécificités techniques. Donc, autrefois, donc l'intérêt porté à la notion de confort, elle ne portait que sur le comportement du bâtiment en hiver. Mais aujourd'hui, il apparaît bien que l'enjeu du bâtiment confortable et économe en énergie soit celui du confort d'été, hein. Donc, avec les différents phénomènes de réchauffement climatique, on l'a vu l'été dernier. Je vous l'accorde, pour le moment, c'est pas le cas en France, mais les températures estivales, elles vont grimper, hein, malheureusement, dans les années à venir. Et il est important d'apporter à l'enveloppe du bâtiment des matériaux qui retardent justement ce transfert de chaleur à l'intérieur des parois, ce qu'on appelle le déphasage thermique. Donc ça, c'est une caractéristique qui est propre aux isolants biosourcés, donc qui contribue au confort intérieur des bâtiments en toute saison, été comme hiver. Donc
donc, les matériaux biosourcés ils possèdent des propriétés allant bien au-delà de leur seule performance thermique, hein, pour isoler les bâtiments. Ce sont des matériaux poreux et hygroscopiques, donc qui leur permettent d'absorber et désorber de la vapeur d'eau lorsque l'ambiance dans laquelle ils sont placés est trop humide ou trop sèche. Donc le matériau agit comme un régulateur d'humidité ambiante, donc un peu comme une clim en fait. Donc c'est ce qui les rend efficaces pour réguler donc ces variations de température et d'humidité à l'intérieur des bâtiments. Cependant, en cas d'humidité excessive et prolongée, ils sont vulnérables au développement de moisissures par le fait que ce sont des matériaux organiques. Donc, il faut pour cela être vigilant, hein, lors du stockage des matériaux, mais être également très vigilant dans leur mise en œuvre, hein, sur les traitements des interfaces, notamment, je pense à la garde au sol, les traitements de joints de périphérie des ouvertures. Et par ce fait, il faut connaître les spécificités techniques et être formé pour utiliser ces matériaux. Et bien évidemment suivre les recommandations des avis techniques, des DTU et règles pro. Voilà, j'ai fait une petite simulation. Donc voilà, maintenant le confort d'été, hein, il intègre les calculs de la RE 2020. Hein. Donc dans cette simulation, on peut constater que la fibre de bois possède un bon confort d'été, hein, du fait de ses caractéristiques et de sa forte densité. Donc on arrive à un déphasage de près de 12 heures. Donc le déphasage, c'est le temps que mettra la chaleur à traverser la paroi avant de pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une pièce. Donc on constate bien que c'est un matériau qui répond bien aux problématiques du confort d'été, ce qui est moindre dans cet exemple pour la laine de verre. Donc là, on a parlé du matériau en lui-même, mais il faut bien comprendre que l'isolant seul ne peut pas répondre au confort d'été, hein, d'un bâtiment, hein, mais il contribue fortement. Hein, il faut apporter une importance particulière à la façon dont on conçoit les bâtiments, hein, en adoptant une architecture bioclimatique pour optimiser ce confort. Donc en occultant les menuiseries avec des brises-soleil orientables ou des casquettes, et également penser au rafraîchissement passif, donc en mettant en place une ventilation naturelle qu'on appelle le free cooling, qui permet de refroidir le bâtiment la nuit en créant des courants d'air. Donc tout ça combiné à un isolant biosourcé, dont on a vu ses caractéristiques, permet un réel confort à l'intérieur des bâtiments. Donc voilà, les matériaux, donc c'est un matériau fiable, validé techniquement. Donc c'est les matériaux biosourcés. Donc ces matériaux biosourcés ils répondent, strictement aux mêmes exigences que tous les autres matériaux du marché. Hein. Donc voilà, donc ils sont soumis au même cadre normatif et réglementaire que tous les matériaux et possèdent les mêmes tests. Donc que ce soit pour les matériaux en lui-même ou pour un système constructif. Donc, ils répondent aux exigences du code de la construction, de l'habitation pour être mis en œuvre dans le bâtiment. Donc, il faut l'objet d'évaluation et doivent justifier de documents techniques garantissant leur qualité technique, hein, des matériaux et justement l'assurabilité des bâtiments construits avec ces matériaux. Donc, ils disposent généralement d'évaluations techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, de documents de référence et d'avis de DTU et de règles pro, donc ce qui permet vraiment de les mettre en place dans des bâtiments de tous les jours. La plupart des matériaux biosourcés, comme la paille et le béton de chanvre, ont fait l'objet de tests et d'essais afin de connaître leur réaction au feu et leur résistance au feu. Donc, comme tous les autres matériaux, hein, je le répète, hein, c'est pas parce que c'est la paille qu'on fait des essais au feu. Hein, le polystyrène fait des essais au feu, la laine de verre, toutes les autres laines. Donc, le respect des normes et de sécurité incendie des bâtiments, et notamment des ERP, est une obligation, hein, réglementaire, donc une exigence pour la protection des biens et des personnes. Donc un peu comment ça se passe. Donc pour ce faire, il y a des modules à taille réelle, donc sur 2 niveaux, qui sont construits pour y voir comment la paroi se comporte aux flammes. Donc la paroi, donc là en l'occurrence, ça c'est un essai pour le béton de chanvre. Donc on vient mettre le feu. Donc on met des palettes à l'intérieur du premier niveau pour voir comment les flammes réagissent et comment ça brûle. Donc le mur en béton de chanvre, voilà, dans l'exemple, par exemple, ils sont classés comme incombustibles. Donc voilà, ils ont une résistance au feu particulière. De manière similaire, en plus d'être protégée du feu, des parements et des enduits, la paille est utilisée donc en botte et compressée
contient peu d'air, donc la botte de paille, elle ne s'enflamme pas, hein, puisqu'il n'y a pas d'air pour rentrer pour justement la rendre combustible. Elle se consume lentement et dégage peu de fumée. Donc voilà, la fumée, c'est pas, c'est le facteur important pour la sécurité des personnes, hein, c'est pas trop la flamme en lui-même, c'est plus la fumée. Donc voilà, donc c'est des tests, ils sont validés par les CSTB, donc c'est des matériaux qui sont également généralement denses et par leur fait, ils ont une porosité ouverte qui emprisonne l'air justement. Ils offrent d'excellentes propriétés acoustiques, hein, souvent supérieures à celles de leur homologue conventionnel. Voilà, pour récapituler tout ce que je viens de dire sur les avantages et les atouts des matériaux biosourcés, donc c'est des matériaux qui sont renouvelables, donc stockeurs de carbone pendant toute la durée de vie qui sont employés dans un bâtiment. Ils ont une consommation faible en énergie grise, et une utilisation privilégiée des gisements et des ressources régionales, donc des filières courtes et l'économie locale. Ils sont créateurs d'emplois, dont non délocalisables, hein, puisque selon les régions, on a notre propre bioressources, et création de nouveaux débouchés aussi pour les agriculteurs. Des matériaux qui ont aussi des propriétés différenciantes, on a vu, un thermique d'été, un comportement hygrothermique, particulièrement adapté à la rénovation du bâti ancien, et leur gestion de vie est facilitée puisqu'ils sont souvent recyclables ou valorisables. Il y a quelques points de vigilance. Donc, il y a un rapport de l'AQC qui fait quoi que la majorité des défauts relevés sur le terrain, ils ont pour origine la phase conception et mise en œuvre. Donc, c'est des mauvaises prescriptions ou de mise en œuvre. Donc, c'est jamais le matériau en lui-même, mais c'est vraiment la mise en œuvre. Donc l'utilisation des matériaux biosourcés nécessite, comme tout autre matériau, hein, bien sûr, hein, donc une connaissance de leurs caractéristiques. Donc on l'a vu, hein, il faut connaître les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, mécaniques pour savoir où les employer dans un bâtiment. Comme on a pu le voir, donc humidité, thermique, acoustique, réaction au feu. Donc ces matériaux ils présentent des spécificités à considérer afin de bénéficier de leurs atouts, tout en évitant des risques de désordre. Donc l'amélioration du savoir-faire des acteurs professionnels et par ce fait, la formation des acteurs est très importante, hein, pour assurer un emploi optimal de ces matériaux. Et bien évidemment respecter donc les règles de l'art. David, avant de passer aux Oui, applications, oui, deux questions marche. sur notamment la boîte de cellulose. C'est vrai qu'on n'avait pas traité cette question de santé pour la respiration des poussières. C'est une question qui a été relayée là-dessus, sur ce sujet-là en particulier. Ouais, alors pour l'applicateur, l'artisan lui-même, donc il doit porter un masque, bien sûr, des EPI. Des protections. Donc du coup, voilà, lui, c'est une obligation. Mais après, généralement, la boîte de cellulose, elle est dans un milieu clos. Donc soit elle est mise dans des caissons. Donc je vais en parler tout à l'heure, le mode d'application. Soit elle est enfermée dans des caissons et elle peut pas être, elle peut pas être volatile. Ou soit elle est souvent mise en comble perdu. Et donc pareil, c'est des combles qui ne sont pas tables. En fait, on ne peut pas aller dans ces endroits-là. Donc voilà. Pour les personnes qui, par contre, accéderaient au compte pour manipuler des gaines de ventilation ou autre, on ne sait jamais, hein. Du coup, là, c'est effectivement pareil, protéger avec un masque, Tout à fait, oui. euh, FFP2 ou autre. Je ne sais pas s'il y a des recommandations particulières là-dessus, mais sur l'exploitation, on va dire. Mais Mais s'il n'y en a tout pas cas, de, pour la oui, pose, oui. normalement une fois qu'elle est posée, elle n'est pas volatile, donc elle est assez dense, elle est assez compacte pour ne pas émettre lors du passage de quelqu'un. C'est sûr, si on la remue, bien sûr que il va y avoir des projections, enfin des substances qui vont voler. Oui, puis Paul pourra peut-être en parler par rapport à la ville de Besançon, s'il y a des prescriptions, j'imagine les coordinateurs SPS pour rapport forcément aux ouvriers qui manipulent ces produits-là. J'imagine que c'est quand même bien suivi. Et puis, pareil, alors il y a Cyril donc, qui posait la question pour les laines de mouton, tout ce qui est relatif au traitement fongique et insecticides, et leurs impacts en fait, ces Ouais. traitements en fait.
En fait, il y a pas de filière de laine de mouton chez nous en France. Donc, il reste une seule usine de nettoyage. Donc, dans le nord de la France, c'est un procédé qui est très peu courant, hein, mais voilà, il y a quelques opérations en France. Et donc, il y a une usine qui nettoie la laine de mouton. Hein, donc, voilà, mais normalement, il faut faire un traitement anti-mythe. Et ces traitements, ils se font en Belgique, puisqu'on a arrêté de faire ça en France. Donc, c'est vrai que voilà, l'impact carbone de fait de la laine du mouton, elle est assez conséquente puisqu'il faut l'envoyer donc à l'étranger pour qu'elle revienne en France pour être mis en œuvre dans les bâtiments. Mais voilà, il y a une réglementation qui existe pour le traitement de cette laine et elle ne se fait pas en France. Ces traitements, ils émettent des produits chimiques du coup qu'on peut inhaler quand on les manipule ou enfin il y a un impact sanitaire, Fred? À ma connaissance, non, mais je pourrais éventuellement me renseigner. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours sur cet isolant en laine de mouton. Ouais, Ok. puisque on a Mm. vraiment la laine de mouton, elle est pas valorisée chez nous parce elle coûte rien et voilà ils peuvent rien en faire en fait. Les éleveurs ils peuvent rien en faire. Donc voilà c'est comme ça. Je sais que c'est peu répandu, mais dans les opérations, de toute façon, on le verra peu, même dans les ERP où Oui oui ça c'est il peut, enfin, tu en parleras tout à l'heure. Il y a peut-être effectivement à la Damascine, peut-être bien. de Je la laine sais, de mouton. Hmm. ouais, je sais plus. Non je crois pas. Peut-être Non pas. non Non. Ok, non non il y en a pas. ça marche. Ok, bon, on va passer à la suite, mais c'est vrai que c'est un des sujets qui reviennent un peu effectivement sur le côté inconvénient de ces produits sur les impacts des traitements. On avait aussi sur la boîte de cellulose à un moment donné la question de l'ammoniac. Enfin, il y a Oui oui voilà, oui. effectivement des études qui avaient été faites. Bah écoute, je pense qu'on peut passer Oui. à Bon, la donc je peux suite. passer aux applications. Donc, du coup, les applications, différentes mises en œuvre, on va commencer par la fibre de bois. Donc, elle est utilisée pour isoler les murs extérieurs. Donc, elles peuvent être parapluies et supports d'enduit en isolation thermique par l'extérieur. Elle peut être utilisée en isolation thermique par l'intérieur, notamment pour les rampants, mais ça, c'est plus pour les maisons, voilà, des toits pentus. Euh, En isolation aussi type dite Starking, donc qui est une méthode d'isolation par l'extérieur, mais du toit, hein, où on détuile et on rehausse la toiture en installant l'isolant, donc entre les chevrons dans la charpente. Et la fibre de bois, elle peut être, comme elle est très dense, elle est donc très résistante à la compression, elle peut être employée en isolation de plancher intermédiaire. Concernant la paille, il y a de plus en plus de projets tant qui voient le jour partout en France et beaucoup aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a plus de 5000 habitants, 5000 bâtiments pardon en France et plus de 500 nouvelles constructions chaque année. Et ce pour tout type de bâtiment, on le voit là, donc que ce soit la maison individuelle, le logement collectif ou du tertiaire, un bâtiment public. Donc c'est un matériau dit innovant, mais qui a quand même plus de 100 ans d'existence en France, puisque la plus ancienne maison répertoriée à ce jour date de 1920. Donc c'est la maison Feuillette, donc à Montargis. Donc c'est une ressource abondante et de nombreux professionnels se forment tous les ans donc aux techniques de construction paille pour pouvoir la mettre en œuvre en respectant donc justement ces règles professionnelles. Donc la technique la plus répandue, c'est la paille en remplissage de structures porteuses, hein, donc qui permet d'insérer la botte de paille entre ossatures. Hein, elle fait partie des techniques dites courantes, donc qui sont les techniques encadrées par les règles professionnelles paille, donc qui permet d'être assuré, donc et de bénéficier de décennales, donc du coup. La préfabrication également est une technique courante. On va faire un focus tout à l'heure dessus. En technique non courante, mais possible, donc il y a l'ITE en paille, donc c'est une technique qui est en cours de discussion pour devenir une technique courante et être ainsi assurée facilement pour avoir une décennale. Donc il y a aussi une autre technique, la paille porteuse, où, comme son nom l'indique, donc il y a pas de structure porteuse, hein, ce sont les bottes de paille qui portent la charpente, mais c'est une technique qui reste peu développée en France. Voilà, je crois qu'on a un seul exemple en Bourgogne-Franche-Comté.
Donc là, je vais vous parler de la Damascine. Donc la Damascine, c'est un bâtiment qui est à Vendancourt, dans le Doubs. Donc il est isolé avec de la paille en plissage d'ossature au bois, donc qui est technique courante. Mais à l'époque, il y a de cela 14 ans, je crois que le bâtiment, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était le premier RRP de France à avoir été isolé avec de la paille. Donc là, dans ce projet-là, il a fallu 4800 bottes de paille donc pour isoler ce bâtiment. Donc voilà, ils ont été produites et récoltées à moins de 20 km du site de construction. Donc ce qui a limité considérablement l'énergie nécessaire au transport, hein, puisqu'ils étaient à côté. Dans ce projet, il n'y a pas que de la paille, hein, donc il y a plusieurs essences de bois qui proviennent des forêts de Vosges et du Jura. Ils ont servi donc à la charpente, à l'ossature, aux menuiseries, aux planchers et aux portes. Voilà, un gros projet. La paille, elle s'industrialise, hein, donc comme je l'ai dit, hein, notamment avec la préfabrication donc de caissons bois paille, donc qui sont pré-remplis en atelier et qui sont ensuite transportés et assemblés sur le chantier. Donc la préfabrication, ça a beaucoup d'avantages puisqu'elle permet d'anticiper les détails du chantier. Elle permet de réduire les coûts et la mise en œuvre et de réduire aussi les déchets sur les chantiers. C'est un confort aussi pour les professionnels du bâtiment qui peuvent travailler dans un lieu à couvert, du coup, hein, et c'est évidemment un gain de temps à la mise en œuvre. Encore un exemple d'isolation en paille, là on voit la paille caisson, donc mis en œuvre, puis avec la version finie, donc avec la finition, on est venu directement donc enduire la paille avec un enduit terre. Concernant le béton de chanvre, bah, il peut être mis en œuvre sur tout type de parois, donc en isolation de mur, en intérieur, en extérieur. Donc il est en chape isolante, en toiture isolante et également en enduit correcteur. Donc il peut être mis dans le neuf, mais aussi surtout préconisé en rénovation où il apporte au bâtiment des propriétés de régulation vraiment fortes au niveau de l'humidité et de l'air ambiant. Donc il y a différentes mises en œuvre possibles, on le voit sur ces photos, donc se font par projection mécanique, donc voilà avec une machine, en banchage, donc en caisson, enfin en banchage, donc on vient appliquer dans une bétonnière, prendre le béton de chanvre et on le tasse, voilà, selon les règles professionnelles, hein, donc voilà. Et en isolant sur surface maçonnée, pardon. Donc voilà. L'application manuelle, c'est plus un correcteur d'enduit qu'un isolant lui-même. Donc on appelle ça un correcteur thermique. Donc la correction thermique, elle permet notamment de supprimer l'effet de paroi froide, donc à l'intérieur d'une maison. Donc par voie sèche aussi, on a également le béton de chanvre, il est disponible sous forme de briques ou de blocs, hein. Et tout comme la paille, d'éléments préfabriqués en atelier, voilà, qui peuvent aller jusqu'à 9 mètres de long. Donc concernant la mise en œuvre de par voie sèche, donc je viens de parler, donc par voie sèche, ce sont les briques. Donc il y a une entreprise dans le Doubs hein, qui fabrique des blocs de béton de chanvre à emboîtement, pardon. Donc ce sont des blocs qui s'emboîtent, n'ont pas besoin d'enduit, donc on vient les poser comme des Legos les uns sur les autres, on le voit là, avec l'artisan qui les pose. Donc grâce à un système de rainures et de languettes. Donc voilà, donc c'est des blocs. Par contre, ces blocs, ce ne sont pas des blocs structurels, hein, il faut obligatoirement les associer avec une structure porteuse. Donc poteau-poutre en béton armé, coulé dans les blocs spécialement prévus à cet effet. Donc on le voit sur la droite des différents blocs pour pouvoir mettre le béton et le ferraillage, donc horizontalement et verticalement, donc pour faire ce chaînage. Donc c'est des blocs qui possèdent des avis techniques, hein, donc qui peuvent être employés dans tous les bâtiments, puisque dernièrement vers chez nous, il y a une école qui s'est construite avec ce système-là. Euh, Là, on a le collège de Betoncourt dans le 25, donc le collège Anatole France, donc qui est en cours de construction, hein. Donc c'est un bâtiment de 7 000 m², donc qui accueillera 500 élèves à la rentrée 2024, hein. Donc, ce sont des parois bois paille, donc préfabriquées en atelier, hein. Donc, ils ont aussi mis aussi certaines
certaines parois sont isolées en béton de chanvre, donc en béton de chanvre projeté. Donc avec une spécificité de ce projet, c'est qu'ils ont fait les cloisons intérieures donc en briques de terre, en briques de terre crue, donc où ils sont venus prendre la terre d'excavation, donc avant, au début, donc au terrassement, pour pouvoir en faire des briques. Donc voilà, on voit les caissons là avec les membranes violettes sur le côté. Donc il y a 3200 mètres carrés de murs paille dans ce projet-là. Donc il y a 300 mètres carrés de murs ossature, 4000 mètres carrés de CLT. Donc le CLT c'est un bois avec une grande capacité donc stockage et mécanique. Donc on a 5000 mètres carrés de bardage aussi bois, 900 mètres carrés de charpente. Donc c'est vraiment un beau bâtiment en bois. Donc il a été labellisé 4C2, donc avec le label plus C-. Donc c'est le plus haut niveau de performance sur le plan de l'énergie et du carbone. Donc le carbone, enfin énergie E4, donc il y a 4 niveaux, hein, il a atteint le maximum, et C2 c'est le maximum aussi, donc au niveau carbone, voilà, une efficacité énergétique et un bilan carbone maximal. Donc il est certifié haute qualité environnementale. La ouate, donc la ouate de cellulose, il existe 3 différents modes d'application pour la ouate. Donc le soufflage dans les comptes perdus, hein, donc on voit les protections pour la personne professionnelle qui vient le mettre en œuvre. Donc c'est plus répandu et plus employé par les professionnels du bâtiment. L'insufflation dans les parois creuses, donc en isolation thermique par l'extérieur. Donc on vient avec une carteuse insuffler donc le procédé à une certaine densité donc dans cette paroi. Et également donc en projection humide, qu'on appelle généralement du flocage, donc pour l'isolation intérieure. Donc ici, voilà, on a une photo qui reprend un peu voilà, les artisans, donc on les voit en hauteur là, qui viennent insuffler dans les caissons avec cette membrane, insuffler de la ouate qui est décompactée là dans la cardeuse. Bon là vous avez la même sur le côté, mais là la cardeuse elle est verte, donc ils viennent insuffler, donc ils règlent une densité pour pouvoir arriver à la bonne résistance thermique et pouvoir mettre ceci dans les caissons. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur les modes d'application, David. Alors, pas de questions. Ok, donc je vais parler donc des différentes ressources sur le territoire et des acteurs et de filières. Donc concernant les filières, donc notre région elle compte près de une région boisée, hein, donc plus de 1 700 000 hectares de forêt. Donc Fibois Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'interprofession forêt-bois et c'est la filière la plus développée sur notre territoire. Donc Fibois elle a pour but de développer la production, l'exploitation, l'utilisation, la transformation et la promotion du bois en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on retrouve sur leur site internet un annuaire qui permet de trouver plus de 400 entreprises de la filière, donc allant de l'exploitation à la transformation et à la mise en œuvre du bois. La structuration de la filière paille devrait prochainement être portée par le cluster Robins, donc qui a mené une étude pour le compte de l'ADEME pour savoir si cela était possible. Donc le cluster Robins, c'est un groupement de professionnels de la filière bois et biosourcés, donc qui sont sur le secteur et qui donc vont porter normalement la filière paille. Donc l'étude, elle montre bien qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a plus de 700 000 hectares de céréales et que c'est un fort potentiel pour la production de bottes de paille destinées au bâtiment. Donc c'est une ressource qui est abondante, hein, donc qui présente aucun conflit d'usage entre les filières agricoles et les filières du bâtiment. Donc là, on retrouve plusieurs agriculteurs, notamment dans la Nièvre et dans le Jura, qui produisent des bottes de paille destinées à être utilisées spécialement dans le bâtiment. Donc voilà, ils ont très bien compris que on pouvait avoir une autre source, enfin notre rendement donc cette paille. Donc voilà, donc il y a l'association aussi nationale, donc qui est le réseau français pour la construction paille, le RFCP, donc qui lui a référencé un annuaire disponible en ligne également. Donc les agriculteurs, les fournisseurs de paille référencés sur toute l'Hexagone.
Mais bon, compte tenu de la ressource, on arrivera toujours à trouver de la paille à moins de 100 km d'un chantier. La filière chanvre, pardon, est également présente sur notre territoire, hein, avec l'association BF2C, Franche-Comté Chanvre, donc qui représente les acteurs de la filière, qui œuvrent pour le développement et la promotion du chanvre dans notre région. Donc, ce sont des fabricants, des artisans, applicateurs, bureaux d'études, maîtres d'œuvre, producteurs, transformation et formateurs, donc qui sont dans cette association BF2C. Donc parmi les producteurs de chanvre aussi, on retrouve Eurochanvre, hein, qui est une chanvrière, hein, donc qui est basée en Haute-Saône, donc et qui produit de la fibre de chanvre, donc de la chènevotte pour le béton de chanvre et de la fibre pour les panneaux. Donc la France est le premier producteur, hein, européen de chanvre avec 20 000 hectares produits par an. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on en cultive à peu près 2000 hectares. 2000 hectares. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je reviendrai après sur les différentes ressources qu'on pourra vous donner, vous pouvez télécharger ou qu'on vous communiquera par la suite. Avec cette présentation, bien sûr. C'est parfait. Fred, il est midi. Oui, On bah va super. synchro. Du coup, Paul, je te laisse partager ta présentation. Alors, hop, le diapo, c'est tout bon. Ça s'affiche bien? Oui. Ouais, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je vais vous parler d'un petit retour d'expérience sur l'utilisation de matériaux biosourcés pour les bâtiments de la ville de Besançon. Alors, hop. Donc déjà, en termes d'organisation de la ville de Besançon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle souvent parfois sans distinction entre Ville de Besançon et GBM, Grand Besançon Métropole. Donc effectivement, c'est notamment dû au fait qu'on ait de nombreux services et directions qui sont mutualisés entre ces deux entités. En l'occurrence, moi, je travaille uniquement sur des écoles et des crèches qui sont de la compétence Ville de Besançon. Donc même si je suis au sein d'un service, direction, et département, etc., mutualisé, je suis vraiment étiqueté Ville de Besançon. Donc on a une organisation assez hiérarchisée, donc dans un pôle anciennement des services techniques qui maintenant a été rebaptisé Transition écologique, aménagement du territoire et espace public, au sein du département architecture et bâtiment qui est constitué de la direction patrimoine et de la direction architecture. Dans la direction patrimoine, on a un service de régie de bâtiment donc, qui va réaliser des travaux internes sur un certain nombre de corps d'État en plomberie, menuiserie, serrurerie, électricité, etc. Et un service travaux programmés et entretien qui va vraiment réaliser des travaux d'entretien annuel des bâtiments, donc soit en consultant notre régie, soit en consultant des entreprises extérieures. Et donc la direction architecture dans laquelle je travaille, qui est composée de deux services. Le service de maîtrise d'œuvre interne qui va gérer des opérations de petite à moyenne ampleur, vraiment qui va gérer l'ensemble programmation jusqu'à consultation d'entreprise et suivi de chantier en interne avec des conducteurs de travaux. Et le service maîtrise d'ouvrage auquel j'appartiens, service maîtrise d'ouvrage et aide aux communes, donc qui a la particularité donc d'être constitué uniquement de chargés d'opération, qui est l'intitulé de mon poste, donc qui fait soit pour GBM, soit pour la ville de Besançon, le suivi vraiment de maîtrise d'ouvrage avec la programmation, le suivi du calendrier, des budgets, la consultation de maîtrise d'œuvre externe et le suivi ensuite derrière aussi du chantier, mais qui est quand même assuré à la base par les maîtres d'œuvre. Voilà, et donc aide aux communes, c'est aussi qu'on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes de Grand Besançon Métropole. Voilà, je crois que tout est dit.
Donc effectivement, dans ce service maîtrise d'ouvrage, on a plutôt tendance à avoir des opérations moyennes à conséquentes, de rénovation énergétique, de réhabilitation lourde, donc qui vont intégrer aussi des réhabilitations fonctionnelles. Donc on peut vraiment retoucher à la structure, on peut faire de l'extension, un petit peu de démolition, etc. On réinterroge entièrement le bâtiment avec toujours une intégration énergétique, de rénovation thermique énergétique et parfois, cas échéant, reconstruction de bâtiments. En termes d'historique, alors il y a probablement des matériaux biosourcés qui sont utilisés depuis bien avant. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans et en tout cas, la massification, la systématisation des démarches d'intégration de matériaux biosourcés a vraiment commencé à prendre de l'ampleur en 2020 avec l'arrivée, donc avec les élections municipales. Avec une volonté forte d'intégrer tous ces sujets au bâtiment et en parallèle d'élaborer un plan école-crèche au niveau de la ville de Besançon sur 6 ans, avec donc investissement de 60 millions d'euros à l'échelle du mandat, à savoir 10 millions d'euros par an. Et qui en plus donc sont passés à 70 millions avec toutes les augmentations, les coûts, etc. qu'on a pu subir depuis 2020. Donc c'est à la fois une augmentation de ce budget et aussi une légère réduction du nombre d'opérations. Je crois qu'on était parti sur 14 ou 15 écoles sur 65 à l'échelle de la ville de Besançon et ça a été réduit à 12 sur 15. Voilà. Donc en 2020 sont arrivées les premières consultations de maîtrise d'œuvre pour des rénovations énergétiques des écoles dans le cadre du plan école. Donc à ce moment-là, les exigences étaient relativement simples. C'était simplement cité dans les cahiers des charges techniques l'utilisation de matériaux biosourcés dès la consultation des maîtrises d'œuvre. Donc vraiment des volontés assez générales. Et en plus de ça, systématiquement se greffer sur le cahier des charges EFILOGI, le cahier technique, pardon, EFILOGIR, donc, qui est une aide régionale dont vous avez probablement tous entendu parler. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas dans les questions pour en parler un petit peu plus en détail plus tard, mais qui apportait des financements quand même assez conséquents, surtout pour des opérations de petite à moyenne ampleur, puisque cette aide est plafonnée. Voilà, pour de la maîtrise d'œuvre interne, on a aussi une opération d'école qui a été faite en maîtrise d'œuvre interne, l'école Jules Ferry, qui aussi a intégré ces démarches-là. Donc 4 écoles, Kergomar, Kennedy, Bouloche en maîtrise d'œuvre externe au sein du service dans lequel je travaille et une opération en maîtrise d'œuvre interne. Voilà, en parallèle de ça, avec la direction de maîtrise de l'énergie, désolé pour rendre les slides un peu plus digestes, j'ai retiré un petit peu des mots. Donc c'est la DME, Direction Maîtrise de l'énergie, et le DAB, Département Architecture et Bâtiment. On a eu une co-construction d'un cahier de prescription énergétique et environnementale qui a permis à la fois de se poser les bonnes questions, d'essayer d'avoir une culture commune sur le sujet et qui traite notamment des sujets autour des matériaux biosourcés, mais pas que. Et qui du coup a été systématiquement intégré, annexé à nos différentes consultations, que ce soit en phase de programmation, de maîtrise d'œuvre ou même de consultation d'entreprise pour les phases chantier. Voilà. Et depuis 2022, c'est aussi parce que donc vraiment les opérations de réhabilitation plus lourdes, plus conséquentes, avec du coup souvent des reprises structurelles, puisqu'on réinterroge en plus de l'aspect énergétique, vraiment l'aspect fonctionnel des écoles ou des crèches. On a systématisé la rédaction de programmes techniques et fonctionnels. Voilà, donc c'est dans ces programmes-là aussi que systématiquement on a intégré les volontés d'utilisation de matériaux biosourcés avec parfois des objectifs pas que qualitatifs mais aussi quantitatifs. Donc pour revenir sur les premières opérations des 3 écoles que j'ai citées, par exemple donc pour l'école Bouloche, donc c'était systématisation de matériaux biosourcés pour les murs extérieurs, menuiserie extérieure et si possible en toiture. Donc pour un retour pour l'école Bouloche à Besançon,
donc on a mis de l'isolation en fibre de bois sur l'ensemble des façades. En toiture, pour un certain nombre de raisons, en laine de roche, avec tout de même un complément d'isolation en fibre de bois en sous-face. Et donc menuiserie extérieure mixte bois-aluminium, et donc un bardage bois avec approvisionnement régional et certification PEFC. De la même façon, si certains ne savent pas ce que c'est, on pourra peut-être y revenir. Voilà. Pour ce qui est donc en point positif, c'est que notamment au niveau de l'isolation de la façade, ça a été un sujet. Alors c'est pas moi qui ai mené le projet, hein, donc je suis pas forcément extrêmement bien placé pour en parler, mais j'ai eu quelques retours d'expérience. Le fait d'avoir consulté le contrôleur technique suffisamment en amont dans la phase de conception, ça a permis d'anticiper un petit peu les problématiques qui se sont posées dès la phase de diagnostic et esquisse, et qui a permis du coup de pouvoir essayer enfin, le contrôleur technique a été vraiment sollicité pour n'être pas que contrôleur technique, mais essayer d'éventuellement c'est pas à lui de trouver les solutions, mais d'être plutôt conciliant et d'essayer voilà, de creuser un petit peu le sujet. Et donc, il a été trouvé une ATEX, donc une appréciation technique expérimentale, qui du coup parlait d'isolation semi-rigide, sans plus de préconisation, derrière notamment bardage brique. Et donc, le contrôleur technique a considéré que ça rentrait dans le cadre de cet ATEX, donc ça a permis la mise en place de cet isolant, ce qui a été une réussite, sinon ça serait probablement parti sur une laine de roche par exemple. En revanche, donc au niveau de la toiture terrasse, on est parti sur de la laine de bois, de la laine de roche, excusez-moi, du fait notamment de l'accessibilité de la toiture, de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, et donc d'avoir nécessité d'avoir un isolant avec une classe de compressibilité A, voilà, qui résiste bien à cela. Donc voilà, l'épaisseur a quand même été limitée au minimum avec isolation en sous-face de matériaux biosourcés, donc avec de la fibre de bois en sous-face. Donc voilà une photo de l'exemple de les angles bouloches. Je retirerai le petit commentaire en rouge en dessous, je ne l'ai pas vu. Donc isolation thermique par l'extérieur avec cette fibre de bois, ces panneaux rigides, et avec le bardage brique derrière. L'école Kergomar à Besançon. Donc là, on voit bien sur la photo de gauche, enfin, on voit quand c'est terminé, mais donc à la fois les menuiseries et le bardage bois, avec donc l'isolation aussi en laine de bois derrière. Et côté intérieur, donc on voit bien les menuiseries qui ont été en fait décalées sur l'extérieur, derrière les allèges, au fond des allèges pour éviter tout pont thermique et de réduire les surfaces. Ça permet d'avoir des vrais espaces sous allège de menuiserie et donc de bien gérer les jonctions avec l'isolation extérieure. Ce qui n'a pas été le cas pour l'école Kennedy, mais donc on est sur des techniques similaires, enfin, pardon, des matériaux similaires, menuiserie bois, aluminium, donc menuiserie extérieure, pardon, et donc isolation en laine de bois. On voit encore les échafaudages sur la gauche où ils sont en train de poser l'isolant. Malheureusement, on ne voit pas la pose de l'isolant, mais on voit bien la jonction avec la toiture et du coup bardage bois ensuite. Désolé pour cette slide un petit peu brute, c'est juste quelques extraits de notre cahier de prescription énergétique et environnementale, co-construit en interne, dont la première version a été validée et, si je ne dis pas de bêtises, même votée par le conseil municipal, pour lui donner aussi un caractère symbolique et validé politiquement, et pas juste un aspect technique. Donc j'ai pris quelques extraits sur la partie d'utilisation de matériaux biosourcés étendue même aux matériaux géosourcés. Donc voilà un petit peu les orientations. Je ne suis pas forcément certain que ce soit nécessaire et que j'ai le temps de rentrer dans tous les détails, mais avec plaisir pour y revenir, et de toute façon la présentation vous sera partagée.
Voilà, donc en ouvrant aussi la possibilité des latex, etc. Donc sortir de pratiques courantes. Dire où est-ce qu'on est prêt à utiliser les matériaux, que ce soit dans la structure, dans l'enveloppe pour l'isolation, pour les finitions, l'étanchéité, etc. Et aussi pour toute la partie seconde œuvre. Voilà, on parle aussi un petit peu du bois avec la certification PEFC ou FSC. Euh, voilà, et puis aussi le réemploi, les matériaux biosources recyclés, pardon, etc. Pour ouvrir un petit peu. Alors dans le second œuvre, je ne sais pas si c'était si bien détaillé, mais on a aussi ensuite d'autres paragraphes spécifiques qui détaillent les exigences sur l'utilisation de matériaux biosourcés en faux plafond, parce que pour les traitements acoustiques et aussi visuels, les biosourcés peuvent être un très bon revêtement. Pour les revêtements muraux et les menuiseries extérieures, comme je le disais au préalable. Je ne suis pas sûr qu'on ait d'exigences forcément sur les matériaux de sol, les revêtements de sol. Pour autant, effectivement, c'est quelque chose qu'on commence à avoir de plus en plus, systématiser de plus en plus. Frédéric parlait des linos, mais même aujourd'hui, on va de plus en plus sur aussi des sols en caoutchouc, etc., qui ont un caractère, enfin, qui a priori ont des très bons retours, notamment sur les questions de qualité de l'air et de qualité de revêtement. Voilà. Tout ça aussi pour dire que, à mon sens, en tout cas, pour avoir eu des retours de mes collègues, c'est quand même intéressant d'avoir une co-construction d'un cahier de prescription. Il n'est pas obligé de faire 40, 50 pages comme c'est le cas chez nous, mais il peut en faire que quelques-unes, ou ça peut être sous un autre format, PowerPoint, etc. Mais ça permet à la fois de se poser les bonnes questions, d'avoir des petits groupes de travail et donc de créer une culture, développer une culture commune au sein du maître d'ouvrage, si vous travaillez pour un maître d'ouvrage ou autre type de structure. Voilà. Dans un second temps, donc on a commencé, comme je vous le disais, à systématiser les démarches de programmation selon les types de consultations qu'on va faire pour la maîtrise d'œuvre. Parfois, on fait donc une consultation unique, hein, sans séparer de phase de candidature et de phase offre. Parfois, on sépare les deux. Parce qu'on sait qu'on pourrait avoir vraiment beaucoup d'offres sur certains gros projets. Donc, on va faire en restreint. Donc, on va d'abord faire une phase de candidature où on pourra avoir, selon les projets, entre 15 et parfois même 70, 80 ou plus candidatures. On va faire du coup un premier écrémage sur lesquels on sélectionne vraiment sur des bases sur les critères de compétences, de moyens et des références. Donc, on va demander un certain nombre de références. Et donc, dans ces références, on va pouvoir demander notamment, et dans les compétences aussi, des éléments sur les matériaux biosourcés, sur tout ce qui est qualité environnementale des bâtiments, entre autres. Et on va y joindre en général donc un pré-programme pour pas alourdir et avoir un programme de 150 pages dès cette première phase-là. On va avoir un pré-programme qui va faire 5 à 15, 20 pages avec vraiment donner l'essentiel du décor, du pré-besoin du maître d'ouvrage pour que les maîtres d'œuvre répondent en sachant dans quelle philosophie, dans quelle démarche ils vont se lancer. Ensuite, en phase offre, où ici on fait une consultation unique avec candidature et offre, on va intégrer dans nos différents cahiers des charges et donc dans nos programmes techniques et fonctionnels. Parfois c'est un seul et même document, parfois c'est deux documents. Si on en a deux dans le programme technique, on va donner tout un tas d'exigences, quantitatives si possible, et on annexera systématiquement ce cahier des prescriptions énergétiques et environnementales dont je vous parlais. Et point important, dans le règlement de consultation aussi, on demande dès la phase candidature des compétences en qualité environnementale des bâtiments, ça je le disais, et pour noter, notamment pour la phase offre, en général, les entreprises sont appelées à répondre et à fournir un mémoire technique. Et dans ce mémoire technique, on demande des éléments sur la qualité environnementale, sur l'utilisation de matériaux, et on va notamment donner un critère technique sur l'utilisation de matériaux biosourcés qui, par exemple, si on met 60% en technique et 40% en économique, sur les 60%, on pourrait attribuer une quinzaine de points, par exemple, sur la démarche QEB, ou diviser 10 points sur la qualité environnementale du bâtiment et 5% sur le réemploi, selon les tenants, les enjeux de l'opération. En matériaux biosourcés, souvent, comme sur d'autres critères énergétiques, thermiques et environnementaux, on ne cherche pas forcément de labellisation, mais comme le citait Fred,
on va s'appuyer quand même sur des labels existants pour donner une philosophie, une approche sur notre volonté. Et donc, par exemple, voilà, la volonté d'atteindre le niveau 3 du label avec une densité de 36 kg par mètre carré de surface de plancher, de matière biosourcée, etc., etc. Autre élément qui semble comme ça important, que je vais citer un peu rapidement parce que le temps coule, la formation des différents services sur les sujets des matériaux biosourcés, évidemment, euh, qui semble importante, qui permet aussi donc d'acculturer et d'avoir voilà, des bases communes entre les différents collègues, pas forcément au sein que d'un service de maîtrise d'ouvrage, mais aussi en intégrant un service de maîtrise d'œuvre, les techniciens qui vont gérer aussi les opérations de petites rénovations, d'entretien maintenance chaque année, etc. C'est important pour pouvoir, voilà, ou aussi d'autres services plus intégrés par exemple avec la direction éducation dans le cadre des écoles qui vont être un peu l'interface entre les utilisateurs, les usagers et nous pour que voilà, on ait cette culture commune sur ces sujets-là. De la même façon, comme je le disais, pour les contrôleurs techniques, les consulter suffisamment en amont et aussi être très clair sur le besoin. Alors très clair, au moins intégrer à minima la nécessité enfin la volonté du maître d'ouvrage de rentrer dans une démarche d'utilisation de matériaux biosourcés. Déjà, c'est important et comme pour les maîtres d'œuvre, de leur faire répondre dans le cadre d'un petit mémoire technique sur leur méthodologie pour essayer d'intégrer les matériaux biosourcés et de les noter là-dessus. Voilà, ça leur force un petit peu la main en disant bah, s'ils mettent rien, entre guillemets, ils vont réduire leur note technique et donc les concurrents qui l'auront intégré auront beaucoup plus de chances d'être retenus. Et en général, quand ils demandent pourquoi je n'ai pas été retenu et qu'on leur explique que c'est pour cette raison-là, parce qu'ils n'étaient pas si loin en termes de critères pris, bah, en général, sur les consultations suivantes, ils commencent à jouer le jeu au lieu de faire des copier-coller et de mettre systématiquement la même chose dans leur mémoire. Voilà, et puis bon, autre démarche Bourgogne, bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté, qui est une démarche de labellisation voilà, qui a des critères notamment sur tout ce qui est ressources et matériaux qui sont non négligeables et qui ont des requis minimums et qui permettent qui rendent indispensable l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc nous on a deux bâtiments, une crèche, la crèche Saint-Ferjeux et groupe scolaire des Vieilles Perrières qui intègrent maternelle et élémentaire qui ont souscrit à cette démarche-là. Et le groupe scolaire des Vieilles Perrières vient d'avoir un nombre de points je crois que c'est la meilleure notation au niveau régional la semaine dernière. Voilà, les démarches plus c'est moins, comme le citait Frédéric. Alors du coup, de la même façon, sans forcément recherche de certification, c'est toujours intéressant de dire on recherche à minima du E3C1, voire on recherche éventuellement en scénario de réflexion en avant-projet, de réfléchir tout de suite à aller au maximum sur du E4C2. Voilà, tout de suite, ça met aussi un petit peu la comment dire, ça pointe du doigt et ça permet de préciser un petit peu les besoins. Et puis, donc récemment, on a développé une démarche bois local. Donc, quand je dis local, c'est même vraiment ultra local. C'est au niveau de la commune de Besançon, avec intégration, donc pour notamment surtout du bois de structure, donc pour mur, ossature bois et charpente particulièrement, qui est en cours sur 4 opérations à ce jour et probablement à venir sur d'autres opérations ensuite. Voilà. Un point important que j'ai rajouté là pendant la présentation de Frédéric aussi, quand on a parlé de Fibois, qui me semblait important, c'est que bah, parfois, selon où on va vivre et où on va consulter, bah, on va pas forcément avoir beaucoup d'entreprises qui pourraient être intéressées pour mettre en place un projet. Alors à Besançon, les filières se sont vraiment structurées. Aujourd'hui, c'est de moins en moins problématique. Mais pour d'autres endroits du territoire bourguignon franc-comtois, ça pourrait peut-être être un petit peu différent. Et donc ça, je pense qu'il n'est pas inintéressant de faire un sourcing d'entreprise en amont du lancement des consultations travaux. Et Fibois peut être, donc avec Johan Haas notamment, peut être un très bon vecteur de communication. Alors c'est pas une fois que la consultation est lancée, hein, mais vraiment en amont de la consultation, 10-15 jours avant, d'envoyer un rapide PowerPoint qui explique un petit peu la démarche, le projet, 2-3 lignes sur la
la conception et sur la volonté d'utilisation de matériaux biosourcés, de techniques non courantes, par exemple, selon les éléments de la consultation. Voilà. Après, certes, on pense avoir mené beaucoup de choses sur le sujet, mais on est loin d'être parfait et on pense qu'on a notamment en termes de regarder dans le rétroviseur, essayer de, de vraiment faire l'état des lieux et le bilan de nos actions. Ça va être quelque chose d'important sur lequel il va falloir se pencher pour évaluer à la fois les sujets économiques, donc de surcoût de travaux, peut-être essayer aussi, suite à l'exploitation sur quelques années, évaluer en coût global l'intérêt notamment de l'utilisation des matériaux biosourcés, les gains de confort, peut-être en comparant avec des opérations qui auraient eu lieu sans l'utilisation de matériaux biosourcés. Pourquoi pas avec du monitoring, un petit peu de mesure sur les températures, notamment estivales, et puis aussi sur l'impact carbone de ces opérations, sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas encore énormément de données, alors que matériau par matériau, les données ne manquent pas. Voilà, en rapide bilan, pas de recette miracle selon nous. C'est se former, développer une culture commune en interne, et puis ensuite intégrer de manière transversale et cohérente ses volontés, ses objectifs dans les différents documents de consultation, dès les phases de programmation, en phase de consultation de maîtrise d'œuvre, en phase chantier, et aussi avec les autres partenaires, donc le CSPS, comme on le citait un petit peu avant, ou le contrôleur technique. Voilà, vraiment essayer de fédérer tous les acteurs sur le sujet le plus en amont possible. Voilà, peut-être aussi fermer la variante au biosourcé, en tout cas si on fait des consultations directes sur des petites opérations. Très souvent, moi là où je bossais avant, on pouvait dire bah, faites-moi voilà, un devis laine de verre, un devis laine de bois. En général, beaucoup d'entreprises vont répondre juste sur la laine de verre. Là, si on dit sur une consultation classique, ça sera laine de bois et on ferme aux variantes, et bah ça sera comme ça, ou paille, etc. Mais fermé aux variantes parce que bien souvent, sinon, les entreprises peuvent se permettre de retourner à des techniques qui les arrangent plus. Voilà, et puis en plus souvent ça leur fait donner un surcoût aux matériaux biosourcés parce qu'elles préfèrent parfois utiliser d'autres types de matériaux. Pas forcément systématiquement, mais en tout cas j'ai pu le constater de temps en temps. Voilà, après bah, évidemment ça peut être aussi plus cher, mais à mon sens il faut regarder la notion de coût global qui est intégrée, qui n'est pas forcément facile à chiffrer, mais qui peut être demandé aussi en phase de maîtrise d'œuvre au moment des chiffrages en avant-projet, d'essayer de donner un coût global en exploitation notamment. Voilà, et puis bon bah ne pas être forcément que dans le dogme du biosourcé, dans certains cas, notamment dans les planchers bas ou dans les planchers hauts, bah, parfois malheureusement les matériaux biosourcés sont pas forcément les meilleures solutions, donc bah, parfois il faut y renoncer et c'est pas forcément dramatique en soi. L'idée c'est de pouvoir aller le plus loin, le plus haut, sans sur les endroits où on sait que ça marche bien et où on va pas commencer à perdre 6 mois sur son chantier parce qu'on est allé dans la mauvaise direction. Et pour revenir sur le sujet des menuiseries bois alu, nous, c'est aujourd'hui, on le systématise parce qu'on se rend compte, sauf sur certains cas où on a vraiment des débords de toiture importants et éventuellement des façades vraiment peu exposées aux intempéries. Euh, voilà, sinon, quand même, la durée de vie et l'entretien devient quand même nettement plus important si on a de la menuiserie 100% bois. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci Paul. Du coup, il y avait justement une question sur l'impact financier. Tu l'as traité en fait hein, juste après dans ta slide, sur le fait que vous n'ayez pas justement évalué la question des surcoûts parce que pas de variante finalement. Hein, c'est ce qui est plutôt aussi un choix qui peut être effectivement intéressant. Je pense qu'ils Donc se peu sont posé la d'importance. question au moment de l'établissement du cahier des charges, du cahier des Mm. prescriptions, en disant tiens, on va essayer d'avoir effectivement à résistance thermique équivalente, même si, comme on le disait avec le déphasage, la résistance thermique, c'est un peu comme en économie, la croissance. Enfin, est-ce que c'est vraiment le seul critère qu'il faudrait regarder? Parfois, peut-être plus en amont pour essayer de se donner une philosophie, une approche générale. C'est vraiment le moment où il faudrait se poser ces questions stratégiques de début. Mais une fois que ce cahier a été fait, a été voté, c'est vrai que la stratégie politique interne, c'est de se dire on va sur du biosourcé tant qu'on peut le faire, parce que à se reposer systématiquement la question
déjà, on va avoir des études supplémentaires. Nous, on estime qu'on fait chaque fois, on fait des simulations thermiques dynamiques, des études sur le facteur lumière-jour, tout un tas d'études parallèles sur sur le réemploi. À chaque fois, on rajoute quand même beaucoup de choses. On se dit que si en plus, à chaque fois, on devait faire des scénarios de comparaison entre les deux, ça rajouterait des coûts d'études, de maîtrise œuvre conséquents. Et malheureusement, quand on voit que nos opérations sont souvent de plus en plus chères, ça serait peut-être à chaque fois le parent pauvre aussi. On retomberait systématiquement sur les matériaux conventionnels, entre guillemets. Et donc parfois, on se dit, voilà, ça c'est acté. Et si on doit faire des choix, peut-être qu'on va essayer de revoir les surfaces, on va essayer de revoir d'autres éléments pour essayer de diminuer nos coûts. Mais le matériau biosourcé n'est plus la variable d'ajustement aujourd'hui. Mm. Oui, vous avez passé le gap là. Voilà. Ok. Ouais. Très bien, je te remercie. S'il n'y a pas d'autres... Ah, il parlait de réemploi. Avez-vous une présentation? Alors, sur le réemploi, on a une collègue, hein, Lina, au Pôle Énergie, qui anime aussi un réseau, hein, qu'elle a mis en place, des acteurs sur le réemploi. Et on fera vraiment un webinaire dédié sur le sujet, plutôt, je pense, début 2025, ou peut-être à l'automne, mais voilà. Donc, réemploi, oui, on le traitera. À part, même si on voit qu'il y a quand même des, voilà, il aurait pu être traité aussi sur un webinaire un peu plus long. Contact sur le réemploi, du coup, si vous pouvez peut-être préciser. Dans ce cas, je remettrai le contact de ma collègue, hein. Ouais, ok. Oui, en attendant que Fred, justement, traite la question des ressources pour aller plus loin, je vous mettrai dans le chat son contact et le lien vers la page dédiée sur le site du Pôle Énergie, puis c'est quand même des formations qu'on propose au Pôle Énergie sur le sujet, des webinaires, etc. Donc, ouais, là-dessus, il y a de la matière chez nous. Comment? Il y a eu énormément de midi du bâtiment innovant ces deux Oui, c'est ça. dernières années sur le sujet du réemploi, effectivement. Oui, parce que comme en fait Grand Besançon Métropole, donc il y a un marché avec le pôle énergie et c'est une thématique très forte au niveau de la collectivité. C'est vrai qu'on il y a eu beaucoup de voilà, effectivement d'événements sur le sujet, mais tant mieux parce il y avait aussi des éléments. C'est un peu plus, on va dire, récent par rapport au biosourcé. Mais finalement, on se rend compte dans les établissements de santé médico-sociaux qu'il y a plus d'opérations du réemploi qu'avec du biosourcé, en fait. Mais aussi pour... voilà. Je sais pas si Paul, tu as d'autres petits compléments ou c'est tout bon de ton côté. Très bien. Bah, je te Non, sur remercie. la question du CSPS, je n'avais pas forcément Ah oui, grand avec les chose CSPC. à vous dire là-dessus, si ce n'est Ah oui, que ah oui, que je en tout posais tout cas à des l'heure, oui. petits retours de CSPS que j'ai pu avoir ou de collègues qui sont sur chantier avec biosourcés, j'ai pas l'impression que ça pose des problématiques supplémentaires par rapport à l'utilisation de matériaux conventionnels, peut-être même moins sur la mise en œuvre quand on sait que la laine de verre soufflée, etc., peuvent être quand même encore peut-être plus nocives. En tout cas, voilà, les impacts sanitaires sont quand même présents. Donc en général, effectivement, c'est EPI obligatoire. Et je suis pas certain, pour ne pas dire que je pense que c'est pas du tout le cas, que les CSPS, les coordinateurs, coordinatrices soient redoublent de vigilance quand on utilise des matériaux biosourcés, quoi. Hmm. Ok, très bien. La question des subventions, alors si vous travaillez en établissement de santé ou médico-social, si vous pouvez le préciser, parce qu'effectivement, il y a pas d'aide spécifique aujourd'hui, hormis sur si vous êtes en statut associatif. On a le cas de la Fondation Pluriel, par exemple à Besançon, qui a rénové des locaux pour accueillir les bureaux du siège de l'ADAPI du Doubs, donc en médico-social. Et là, oui, Croix-Rouge française, alors c'est un statut effectivement associatif. Donc pour la partie bureau, oui, mais pas pour la partie établissement de santé en fait. Ouais. Dans le cas du programme Ephilogie de la région. Et ça, je pourrais vous relayer. On a recensé les aides financières, hein, pour les établissements de santé et médico-sociaux. On a un tableau Excel avec toutes les aides. Et donc sur cette partie-là, c'est rénovation BBC et biosourcé, hein, dans le cas du dispositif. Donc ça, pourra vous le remettre aussi. Moi, Frédéric, tu l'avais déjà intégré, mais on pourra le compléter, quoi. On va le Mm. rajouter, oui. Ouais. Mais c'est que la partie bureau, ce sera pas pour l'ensemble des établissements Croix-Rouge françaises qui pourraient être éligibles. Je pense notamment aux EHPAD ou. Ok. Voilà. Du coup, je te laisse parler des Ouais, on ressources arrive avant à la qu'on fin, au clôture. terme de ce webinaire. J'en ai encore pour 2 minutes pour vous présenter, vous proposer
des ressources complémentaires, donc des ressources qu'on met à disposition. Actuellement, au pôle énergie, on propose une cartographie d'opérations exemplaires et d'acteurs, régionales, qui mettent en place des matériaux biosourcés. Donc, l'objectif de cette cartographie, c'est de valoriser les professionnels et les projets de bâtiments performants, hein, donc qui mettent en œuvre ces matériaux biosourcés en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est aussi de permettre de localiser des fabricants, des producteurs locaux, et c'est surtout de montrer le savoir-faire et inciter aux pros à s'ouvrir aux biosourcés. Donc cet outil, il peut également être proposé à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre, hein, pour pouvoir retrouver les différents acteurs et faire du sourcing comme le disait Paul. Encore trois autres guides donc en complément, les guides de l'AQC, donc un guide sur les points de vigilance à prendre en compte en utilisant les matériaux biosourcés et les 12 enseignements à connaître des matériaux biosourcés. Vous pouvez télécharger le document, il y a des liens actifs. Et puis les matériaux de construction biosourcés dans la commande publique également. Et dernière ressource qui peut intéresser la maîtrise d'ouvrage, c'est la clause verte. Donc c'est un outil qui permet aux acheteurs d'intégrer des clauses pour l'utilisation de matériaux biosourcés, donc dans les marchés publics, pour les projets de construction et de réno, hein, ainsi que des clauses aussi. Il y a aussi des clauses pour la qualité d'air intérieur. Il y a aussi la boîte à outils Reseco, qui est une très bonne outil, qui propose une méthodologie, justement, sous forme d'une carte mentale. Donc, c'est à destination, donc, bien sûr, de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, ça permet aussi d'intégrer les exigences des matériaux biosourcés dans les marchés publics. Et je vous ai mis en complément la vidéo d'essai au feu, hein, du béton de chanvre, donc, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment sont réalisés ces essais. Et puis, la plaquette du collège de Betoncourt, voilà, avec les différentes caractéristiques. Voilà. Et j'en ai fini. Merci à vous. Et effectivement, merci Collège de Besancourt. On avait associé aussi, mais qui n'ont pas pu intervenir, parce que là, on est sur une opération vraiment extrêmement, ouais, enfin, assez exemplaire là pour le coup en BFC vu la taille de l'opération. Oui. Euh, donc on aura l'occasion, je pense, de réinviter sur d'autres sujets. Bah, merci à tous pour votre participation et puis bah, merci à Fred, merci à Paul, hein, c'était vraiment très Merci beaucoup. intéressant. Ouais, Bravo merci. pour vos Oui. interventions Merci, Paul. et